Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Et à la une de votre actualité ce soir, comment protéger au mieux 70% de notre planète avec cette journée ô combien importante, journée mondiale des océans. Le prince souverain s'est rendu ce midi sur la première aire marine éducative au solarium de la digue du Port Hercule. La mer commence ici. Et la pollution sous toutes ses formes est à contrôler, est à proscrire. Et puis c'est bien sûr à travers les plus jeunes, nos générations sont plus difficiles à convaincre, mais j'espère qu'on y arrivera aussi, c'est aussi important. Reportage à venir sur cette journée de mobilisation et de sensibilisation dans un instant. Et puis témoignage ce soir du fondateur de l'association Opération Mer Propre, Laurent Lombard, qui comme chaque jour plonge pour nettoyer les fonds marins. Il a fait le buzz, souvenez-vous, il y a quelques jours avec la récupération de gants en plastique et de masques chirurgicaux. Il sera avec nous en tenue et avec les déchets du jour récupérés aujourd'hui en baie de Cannes. Après notre grand dossier Océan du soir sur Monaco Info, sport et culture au sommaire également de ce journal, avec l'annonce du départ de l'entraîneur de la Roca Team, Sacha Obradovic, dans la foulée de ses joueurs. Transfert, vous en souvenez, de Norris Cole la semaine dernière et de Paul Lacombe pour Villeurbanne pour l'Asvel. Le spécialiste basket Jacques Monclar réagira sur ce grand vide en principauté dans 20 minutes maintenant. Le basket, toujours confiné, à l'instar du tennis et des champions qui reprennent, eux, on l'a vu samedi sur Monaco Info, goût à l'échange. Coup droit, revers et entretien croisé ce soir entre le jeune espoir azuréen Elliot Benchetrit et Stan the Man, le champion suisse Stan Wawrinka. Enfin, nous ferons le point sur l'activité de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec l'un de ses solistes vedettes qui sera avec nous dans un quart d'heure. Mathieu Petitjean, il est premier au bois, ses espoirs, ses craintes, ses frustrations, et la stigmatisation également des instruments à vent en cette période de grande méfiance sanitaire. Et sans plus tarder, comme tous les soirs, voici votre point info du jour avec Sandrine Degg. Bonsoir à vous Sandrine. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Direction le centre hospitalier Princesse Grace pour débuter ce point, car vous le découvrez sur ces images. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, a effectué une visite au cœur de la maternité afin de rencontrer de jeunes mamans et leurs nouveau-nés à l'occasion de la fête des mères qui avait lieu dimanche. Une visite traditionnelle organisée avec le concours de la Croix-Rouge monégasque et de ses bénévoles. Des nouvelles, Sandrine, de notre Charles Leclerc national. Oui, la série des Grands Prix virtuels se poursuivait avec celui d'Azerbaïdjan à Bakou. Pas de podium pour Charles Leclerc cette fois-ci. Il a terminé 14e en raison notamment d'un accrochage dès le départ, puis de problèmes liés à des limites de piste. Prochain rendez-vous dimanche à Montréal pour le dernier Grand Prix virtuel avant tout début juillet. La reprise sur l'asphalte en Autriche. Et on en sait un peu plus aujourd'hui sur ce partenariat destiné à venir en aide aux femmes victimes de violences. Lundi après-midi, effectivement, a été marqué par l'officialisation du partenariat dont nous vous parlions il y a quelques jours. Partenariat noué entre le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes et l'AS Monaco. Le club de football monégasque, via son programme AS Monaker, met ainsi gracieusement à disposition du gouvernement princier depuis le mois de mai une partie de ses infrastructures pour héberger des femmes victimes de violences, et ce, jusqu'à la fin du mois de juin, Christophe. À tout à l'heure, Sandrine. Lundi 8 juin, en cette journée mondiale des océans, rendez-vous était fixé en fin de matinée au solarium de Monaco pour découvrir l'aire marine éducative. Et on vous retrouve, Alexandra Pani, au bord d'une mer qui nous est chère, si précieuse. Je me trouve donc aujourd'hui avec les élèves de 7e A de l'école des Révois. On a posé les plaques ici car les gens ne pensent pas qu'en jetant un déchet sur le sol, ils ne pensent pas que d'une manière ou d'une autre, ça finira soit dans la forêt, soit dans la mer. Et donc en posant les plaques ici, ça permettra de leur rappeler tout le long du chemin qui borde la falaise. Il y en aura devant chaque grille. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu l'objectif de ce projet né il y a 2 ans déjà? Alors l'objectif, c'est de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, des mers, des océans en particulier. Et en fait, chaque année, les enfants appréhendent, découvrent le site de l'aire marine éducative. On les initie à toute sa richesse. Et à partir de leur constat, ils décident de mettre en place 1 ou 2 actions pour la mer. Cet AME est un cas d'étude. Ils travaillent directement sur le terrain.
Ils ont leurs projets qu'ils touchent du doigt constamment. Le design des plaques, ce sont les enfants qui l'ont imaginé, donc ça leur permet vraiment de s'investir eux-mêmes. Vous le voyez, Christophe, des projets très concrets et chaque année c'est une transmission de flambeau avec une nouvelle classe et cette fois-ci c'est une transmission avec une nouvelle école puisque l'école des Révoirs passe la main à l'école de Fontvieille. Et Alexandra, vous avez pu échanger à cette occasion avec le prince souverain sur la nécessité, l'obligation de protéger le monde marin, nos océans. C'est par ces programmes-là qu'on arrivera à former la jeune génération, à mieux comprendre et donc à mieux vouloir protéger ces écosystèmes marins qui sont vitaux pour notre survie. Il va y en avoir, je crois, quelques-unes au musée qui vont amener les gens vers ce solarium et proche de cette aire marine éducative. Mais il n'est pas impossible de penser qu'on puisse l'étendre à d'autres lieux en principauté. Journée d'importance. On le disait pour notre planète et ce soir, gros plan sur cette journée mondiale des océans. Encore et toujours les préserver, évidemment être toujours au contact. C'est ce que fait si bien, en tout cas notre invité ce soir, Laurent Lombard. Vous le voyez, il est plongeur. Bonsoir à vous Laurent. Bonsoir à vous. Vous avez encore plongé aujourd'hui dans un univers que vous connaissez par cœur et qui est malmené depuis des années. Ah oui, tout à fait. Je plonge depuis l'âge de 8 ans. Ça fait une quinzaine d'années que je nettoie la mer, que je ramasse des déchets. Et c'est vrai que c'est tous les jours quasiment qu'on voit des déchets arriver en Méditerranée. C'est la journée mondiale, on disait aujourd'hui, des océans. C'est une journée qui est placée sous le signe de l'innovation. Comment on peut faire pour l'améliorer? Est-ce qu'on peut trouver, je ne sais pas, dans l'avenir, peut-être pour nos enfants, nos petits-enfants, un système pour récupérer plus rapidement tous les déchets dans la mer? Alors, il existe des solutions techniques, notamment à Cannes. Alors, là où je plonge le plus fréquemment, en fait. Là où vous êtes? C'est vrai que la ville de Cannes a mis en place des filets de rétention à la sortie des eaux pluviales, parce qu'il faut bien comprendre que ces déchets viennent de la terre, par les eaux pluviales, par le réseau d'écoulement d'eau de pluie, en fait. Et donc, il y a des filets de rétention. Alors, depuis 2 ans, je vois un peu moins de déchets arriver dans la baie de Cannes, justement grâce à ces filets, mais surtout grâce à une politique globale, c'est-à-dire la sensibilisation, la répression et ces solutions techniques avec la mise en place de filets et le nettoyage des avaloirs aussi et des vallons. Parce que beaucoup de déchets viennent des vallons, des rivières. Oui. Donc c'est très important d'entretenir en fait tout le bassin versant, tout ce qui vient de terre. Ce que vous nous dites ce soir quand même, c'est qu'on a l'impression que souvent on condamne par exemple les plaisanciers qui lancent des déchets ou simplement du plastique qui est terrible pour l'océan, ça on peut en reparler à chaque fois, mais quand même, il faut le signaler, stigmatiser encore une fois, qu'il faut éviter de jeter tout déchet. Mais là vous nous dites que ça vient plus de la terre finalement que de la mer, que ceux qui sont sur les mers. Plus de 80% des déchets qu'on retrouve en mer proviennent de la terre en fait. Tout ce qu'il y a dans la rue, ça va dans la mer en fait. Protéger nos océans aujourd'hui, ça commence par l'éducation, ça commence par les enfants. On l'a vu souvent ici sur Monaco Info. Les enfants, c'est plus facile de les sensibiliser, ils comprennent beaucoup plus vite que les adultes. Donc sensibiliser les adultes, je pense que ça viendra plus de la répression que de la sensibilisation malheureusement. Ah oui. Est-ce qu'on ne peut pas prévenir les gens en rappelant ce qu'est l'océan? Pour nous, ce qu'il nous apporte, c'est notre poumon, cet oxygène, et qu'on peut même travailler sur des médicaments et au-delà de tout ça, bien sûr, se nourrir de l'océan. La mer, c'est peut-être la solution, mais voilà, je ne sais pas si on va pouvoir la préserver. Déjà, quand j'ai vu pendant le confinement, les plages qui étaient propres, la mer qui recommençait à devenir propre. Et là, dès qu'on a été déconfiné, dès qu'on a été en fin de confinement, eh ben, on a commencé à revoir des déchets, et notamment les masques et les gants Covid. Donc je ne sais pas si c'est la solution, la mer, ou je pense plutôt que c'est nous, notre comportement, qui doit changer pour pouvoir survivre. En fait, j'avais remarqué quelque chose, moi, c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît à terre, je le retrouve quelques mois en mer. Et là, je commence à retrouver donc les gants, les masques, ce que je ne trouvais pas avant la crise sanitaire. Je crois qu'à vos pieds, vous avez malheureusement votre récolte de ce matin, ce que vous avez pu récupérer, comme vous le faites très souvent dans cette baie de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous montrer les quelques objets que vous avez trouvés, pour qu'on ait une idée, au-delà du plastique, peut-être des masques? Qu'avez-vous trouvé ce matin? Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc ici. Il y a beaucoup moins de déchets qu'avant. Oui. À Cannes, ça commence à diminuer, mais on trouve toujours des déchets. Je vais vous montrer ça. Allez-y, prenez le téléphone, on est en direct, ne vous inquiétez pas sur Monaco Info. Ah. Là, j'ai trouvé donc un pneu. Très bien. Pneus, sac Les plastique. classiques bouteilles, ça, les bouteilles, c'est très souvent. Ouais. Voilà, par exemple, ça aussi Des boissons. des Sachets. boissons. Alors ça, Heineken, c'est vraiment le. Je ne sais pas si on peut citer, mais bon. Non, mais les canettes, là, quoi. Les canettes qu'on retrouve Les facilement. canettes, voilà, les canettes, les autres canettes.
Alors ça, c'est des boîtes de pêche aussi. Ça, on en trouve beaucoup. Ça, c'est les pêcheurs, malheureusement, qui jettent sur les rochers. C'est les hameçons, c'est ça? Ou les petits verres dedans? Une palme de plongeur. Oui, Bon, je pense pas qu'il l'ait jetée, hein. Je pense plutôt qu'il a dû la perdre. d'accord, on va dire que Donc, c'est un accident. voilà. Par contre, ce qui vient vraiment de la terre, c'est ça. Vous voyez, c'est les sacs de déjection canin. D'accord. Donc, les toutounettes. Ça, par contre, on en trouve beaucoup. Il doit y en avoir 2 ou 3 là. Vous voyez, Ouais. voilà. On voit des Ça, bouées. c'est. Voilà. Et j'ai trouvé peut-être un gant. Je vais vous montrer. Voilà, Ah ouais. un gant. Et des masques? J'ai pas encore trouvé. Non, à Cannes, j'ai pas trouvé de masque. D'accord, Voilà. Enfin, j'avais trouvé un masque en tissu, mais pas de masque jetable. De toute très façon, bien. tout ce qui est jetable, c'est sûr, on le jette, donc on le retrouvera beaucoup plus. C'est mieux, il vaut mieux mettre des masques en tissu, parce que les masques en tissu, on les réutilise et on ne les jette pas. Enfin, forcément. Alors que le on masque les jette chirurgical mettra des années, Voilà. des années, évidemment, à disparaître complètement. Ne jetez rien Voilà. à la mer, surtout quand ça va Voilà. Et de ça, la par terre vers la exemple, mer. ça, c'est un plastique qui s'est fragmenté. Oui. Alors celui-là, il ne vient pas, par exemple, de la ville de Cannes. Il ne vient pas de la ville d'Antibes. Il va venir plutôt, peut-être de très loin d'Italie. Il a voyagé avec le courant Ligure. Et il est en train de se fragmenter, on le voit bien. Ouais. Il part tout en lambeaux. Voilà. C'est un peu comme le 7e continent, évidemment, avec ces morceaux de plastique, hein, C'est ça, dont on parle voilà. souvent. Ça flotte. Ça, c'est entre deux eaux et ça part avec le courant. Voilà. Merci encore, Laurent Lobard, d'avoir témoigné ce soir sur Monaco Info. Merci à vous aussi. Au revoir. De l'environnement à la culture, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement ce soir sur Monaco Info. On a plaisir à retrouver un des membres éminents de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est Mathieu Petitjean qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes soliste, vous êtes même premier hautbois soliste, un instrument qui est aujourd'hui difficilement compatible avec ce qui se passe avec les mesures sanitaires, mais vous allez nous expliquer tous vos espoirs pour le revoir bientôt sur scène, bien sûr. C'est compliqué, j'ai du mal à expliquer pour l'instant mes sensations parce qu'elles sont très mélangées et elles sont plutôt optimistes maintenant parce qu'on est sorti du tunnel, si on peut dire, parce qu'on a été très inquiet pendant les 2 mois de confinement strict qu'on a vécu, puisque le monde de la culture a été complètement éteint. Les salles de concert rouvrent un petit peu partout en Europe, dans des conditions qui seront nouvelles et qu'il faudra imaginer, parce que tout n'est pas encore mis en place. Donc c'est plutôt en ce moment une vague d'optimisme qui nous remplit, nous les musiciens et les artistes. Sans vouloir trop rentrer dans votre intimité, mais qu'est-ce qu'on fait pendant 2 mois et demi quand on est musicien comme vous? On fait des gammes, on répète, on crée? Alors ça a été peut-être la dimension la plus compliquée à appréhender pour nous autres, puisqu'il y a une partie évidemment de physique, un petit peu comme les danseurs du ballet. On a eu l'occasion de converser aussi avec eux. Il faut garder sa forme physique, son habileté avec l'instrument, donc ça nécessite évidemment d'avoir une pratique quotidienne. Et cette pratique quotidienne, elle a été difficile à appréhender dans la mesure où on est habitué, comme les sportifs de haut niveau, à se préparer, à travailler dans le but d'une échéance, donc souvent d'un concert. Oui, comme un 100 mètres, on se prépare comme Usain Bolt, quoi, quelque part, oui. Absolument, voilà. Et moi, je me suis un petit peu identifié, parce que je suis un petit peu sportif à côté aussi. Le hautbois, les gens connaissent peut-être moins qu'un autre instrument avant, qu'une trompette ou un saxophone, mais physiquement, c'est impressionnant. C'est un instrument qui est très difficile physiquement, et d'ailleurs, vous me tendez la perche. C'est vrai qu'une partie de la pratique de cet instrument, c'est aussi une pratique sportive. Donc, tout comme les danseurs vont s'étirer, faire du yoga le matin, on a aussi une dimension de notre instrument qui est composée de pratiques sportives. Donc, dans mon cas, c'est du vélo, de la course à pied, un petit peu de sport avec l'AS Monaco Athlétisme aussi. Et ça, pour le coup, pendant le confinement, c'était aussi un challenge puisqu'on n'avait plus trop le droit de sortir ni quoi que ce soit. Donc, il a dû falloir trouver des alternatives à combiner une nouvelle forme de pratique de l'instrument qui permette d'être prêt à tout moment à reprendre. Parce que moi, je me disais toujours, il faut que je sois prêt. Si on m'appelle demain pour jouer dans n'importe quelle circonstance, que ce soit pour le CHPG et en soutien aux soignants éventuellement, ou pour un concert, un grand concert symphonique. Oui, que ce soit caritatif ou simplement professionnel, vous êtes toujours prêt à y aller, à monter sur scène, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et comme je vous dis, c'était difficile à gérer, puisqu'à un moment donné, pendant le confinement, pendant la crise coronavirus, où on n'avait plus vraiment d'idée de si ce moment ce serait dans une semaine, ou dans 3 mois, ou peut-être même dans 6 mois. Et il est né de ça une inquiétude qui a fait que c'était jouer de la musique, il y a une catharsis dans le fait de jouer de la musique, mais c'est vrai que jouer de la musique
pour pas perdre son talent sans savoir si on va rejouer, il y avait un côté un peu angoissant. Justement, Mathieu Petitjean, aujourd'hui on parle de partage, tout le monde a envie de se retrouver, que ce soit les instruments à vent, les cordes, les grosses caisses, jusqu'à une chorale, mais c'est compliqué pour la voix aujourd'hui, avec les projections, avec les postillons, comme pour les instruments à vent. Est-ce que vous comprenez ces stigmatisations ou est-ce que vous pouvez jouer sans danger, dans des conditions sanitaires normales, aujourd'hui vos partitions ? Alors, je comprends complètement les inquiétudes. Moi, j'ai vécu dans cette inquiétude aussi, parce que même bien qu'étant oboïste, je suis entouré d'instruments à vent quand je joue dans un orchestre symphonique. Donc, la question s'est posée de est-ce que les gens vont possiblement me contaminer. Donc, j'ai aussi cette peur qui s'est un petit peu, on va dire, un petit peu disparu au profit d'études qui ont été financées par des orchestres allemands et autrichiens pour étudier exactement la propagation des aérosols en jouant d'un instrument avant, et ils se sont rendus compte finalement que c'était relativement peu dangereux. Et je trouve qu'on a une chance formidable dans la région ici, c'est qu'on a un temps qui est souvent très clément, et on a des théâtres de verdure, donc le Fort Antoine aussi à Monaco, qui nous permettrait de jouer en extérieur. Et jouer en extérieur, ça semble quand même simplifier l'équation, parce qu'à partir du moment où l'endroit est aéré et non pas fermé, on peut quand même enlever beaucoup d'inquiétudes à notre public et à nos autres musiciens. Avant de réintégrer par exemple votre Opéra Garnier, il va falloir attendre de longues semaines encore. De longues semaines probablement, et il va falloir à tout le secteur en fait faire preuve d'inventivité et de créativité pour mettre en place cet retour au spectacle. Et c'est un petit peu compliqué pour nous parce que finalement on a un secteur, la musique classique, qui est pas très habitué à l'innovation parce qu'on est plutôt dans l'aspect conservatoire en fait avec notre musique traditionnelle. On peut jouer pour des micros, pour des caméras et poster sur les réseaux sociaux, mais la réalité c'est que moi ce que j'aime et nous autres musiciens ce que nous aimons avant tout c'est jouer pour un public, mais aussi notre public qui nous connaît. Cette interaction avec le public, elle permet de nous transcender. Donc, vous en avez bien parlé, c'est comme, vous faites ce parallèle, mais c'est comme cette jouissance sportive quand on marque un but, quoi. Je pense que absolument. C'est voilà, ça, c'est la même chose quand vous êtes soliste, que vous arrivez devant la scène et que le public se lève à la fin pour vous saluer. Évidemment, le public qui salue à la fin, c'est vital pour nous, mais vous savez, il y a une subtilité qu'on ne mesure peut-être pas, c'est que quand on joue, même si la salle est sombre, on voit les visages dans la salle. Ça nourrit beaucoup de voir les gens capter notre énergie comme ça. On imagine le manque, hein. Vous en avez très très bien parlé ce soir sur Monaco Info. On a hâte de vous retrouver dans un de vos concertos, hein. Notamment, on vous a vu dans un concerto pour hautbois il n'y a pas très longtemps, Ré majeur, hein, de Strauss, c'était juste magnifique à l'Opéra Garnier. On a très envie de vous revoir. Merci mille fois d'avoir témoigné ce soir sur Monaco Info. Avec grand plaisir, bonne soirée, merci. Culture, environnement, sport et cet échange entre champions, entre passionnés. D'un côté du filet, Stan Wawrinka, le Suisse, 17e mondial, vainqueur, on s'en souvient tous, du Rolex Master ici en 2014. Et puis de l'autre côté du filet, l'espoir azuréen, Elliot Bechetrit. Elliot, 208e au classement ATP. Alors silence, les joueurs sont prêts. Je suis très content de me remettre à l'entraînement. C'est clair que ça a été quelques mois un peu plus tranquille. J'ai profité de me reposer pendant ce confinement, profiter de vraiment lâcher la raquette. Et là, je suis content de revenir ici, de pouvoir m'entraîner, reprendre une période d'entraînement en espérant pouvoir jouer d'ici quelques mois. C'est vrai que quand Stan il est là, moi ça me fait plaisir de m'entraîner avec lui. C'est un super exemple pour moi. On essaie de se donner à fond, de prendre du plaisir à l'entraînement parce que voilà, c'est quand même notre métier. Et voilà, on essaie de progresser et surtout de prendre du plaisir parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé, des fois on a beaucoup d'exigences et c'est pas forcément important pour l'instant de bien jouer. Et disons que je pense qu'on a tous l'objectif des grands chelems. Après, il faudra voir dans quelles conditions on va pouvoir les jouer, mais je pense que l'objectif principal c'est d'être prêt quand on va aller en grand chelem. Ça va être des matchs en 5-7 sûrement très rapidement, donc il va falloir se préparer pour ça et on essaye de reprendre petit à petit pour être prêt pour cet événement-là. Je suis toujours très content de m'entraîner ici. Je viens souvent régulièrement faire mes préparations ici. C'est le cadre idéal, le club, il y a tout ce qu'on a besoin en tant qu'athlète, pouvoir faire sa préparation tranquillement. Donc je suis vraiment content d'être de retour ici. Stan Wawrinka, Elliot Bechetrit et Vanessa Dessy dans le rôle de la juge arbitre. Et puis cette dernière information est le départ du coach de la Roca Team, on y revient tout de suite. L'entraîneur de l'AS Monaco Basket, on vous le disait dans les titres du journal, après les transferts la semaine dernière de Paul Lacombe et de Norris Cole vers Lasvel, vers Villeurbanne, Sacha Obradovic va donc prendre les rênes de l'Étoile Rouge de Belgrade. Décryptage, et avec nous ce soir, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur et consultant NBA chez nos amis de beIN Sport, Jacques Monclar avec nous. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Christophe. L'entraîneur qui s'en va après 2 jours en majeur, c'est un coup dur, un coup rude pour la Rocatine dans une période d'attente en plus depuis le début de la crise sanitaire ici. Bien évidemment, le départ d'un joueur emblématique comme Paul Lacombe qui rejoint l'endroit où il a commencé, où il a été formé. Voilà, c'est un coup dur pour la Rocatine, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, hein. On parle de Norris Cole aussi, ça fait beaucoup. Et surtout l'entraîneur qui a tout gagné, si je ne m'abuse. Hein. Il est champion d'Europe, champion olympique, champion du monde. Avec l'équipe nationale, formé à l'Étoile Rouge, où il va revenir, où il a fait 3 passages en tant que joueur. J'ai beaucoup de respect pour Sacha Obradovic. C'est l'Euroleague. C'est l'Euroleague. Le basket français s'est mis à l'amende en quittant l'Euroleague il y a quelques années. Heureusement, Tony a réussi à monter un projet. C'est le seul en France. Et quand on aime notre pays, quand on aime la France, et excusez-moi, c'est Monaco, mais c'est le championnat de France, eh bien, aller à l'Asvel, c'est la seule option pour participer à la meilleure compétition européenne. Ouais, c'est une ligue fermée de toute façon aujourd'hui, donc c'est compliqué. Et pour Monaco, ce sera compliqué d'y accéder avec un effectif qui va forcément diminuer. Parce qu'un entraîneur comme celui-ci, des joueurs comme Lacombe et Cole qui s'en vont, ça fait beaucoup peut-être d'un coup d'un seul. Alors, Norris Cole, c'était un super coup. J'ai suivi sa carrière. Je me disais, c'est de la lignée de Robert Smith, de David Rivers, de Delaney Rudd, de ce type de joueur. Et j'espère qu'il le fera pour Villeurbanne. Maintenant, Paul est beaucoup plus difficile à remplacer en termes de recrutement parce que des joueurs français du niveau de Paul et de la flexibilité de Paul, c'est plus difficile à trouver. Maintenant, je fais confiance, moi, aux dirigeants. Je fais confiance parce qu'ils ont fait des coups. Ils ont inventé Zvedan Mitrovic, ils ont été chercher Saša Obradovic qui n'était pas obligatoirement en réussite et qui a réussi à Monaco. Voilà, je fais confiance à la structure de la Rocatine, de ce que je vais appeler la SM parce que je suis un vieillard. Il va y avoir un basket à 2 vitesses finalement. Il y aura un petit championnat de France, je pèse mes mots, et il y a une Euroleague qui fait rêver tout le monde, quoi, quelque part. C'est le pendant de façon européen de ce qui se passe en NBA. Le problème de Monaco, c'est un problème de capacité de salle. Parce qu'ils ont tout le reste pour faire l'Euroleague. Il y a un aéroport international pas loin, il y a un endroit dont tout le monde rêve, il y a une histoire dans le basket, il y a une envie. Je crois que le Palais aime bien son équipe de basket. Ils ont réussi à faire revenir du public à la salle et à faire des résultats, même si ça n'a pas été validé par un titre qui cherche toujours à Monaco depuis l'histoire de ce club. Voilà. Il nous manque ça. Il nous manque peut-être une grande salle encore à Monaco. Pour être complet, voilà. Jacques Monclar, sans vouloir abuser de votre temps, on est le 8 juin. Habituellement, c'est la période de la finale NBA. Vous ne commentez pas cette année. Le basket, ça vous manque à commenter, même à pratiquer, parce que c'est un sport de contact? Oui, ça me manque les finales NBA, mais c'est ainsi. C'est ainsi, il faut faire avec. Et puis le 8 juin, finalement, d'être là. Merci mille fois, Jacques Monclar. Jacques Monclar avec nous ce soir. Salut sur Monaco Info, bye bye pour cet éclairage Made in Basket. Et à l'instant, on apprend, tiens, en football, l'autre club de Monaco, le foot cette fois, le départ du gardien Daniel Soubachis. Et sans plus tarder, on vous retrouve, Sandrine, pour le point pratique. Ils ont bien fait revenir Ruffier. Il faut faire venir Ruffier. Jacques Monclar toujours avec nous. Le point pratique du jour avec vous, Sandrine. Les dons de vêtements n'étaient plus acceptés à la Croix-Rouge monégasque pendant le confinement, signe d'un retour progressif à la normale. Vous pouvez désormais faire de la place dans vos placards tout en aidant ceux qui en ont le plus besoin. Les dépôts de vêtements sont de nouveau possibles au 27 boulevard de Suisse, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ce mois de juin, Sandrine, est marqué également par la publication de tout nouveaux timbres. L'exposition féline internationale de Monaco aura lieu les 26 et 27 septembre prochains à l'espace Léo Ferré. Et en attendant ces dates, vous pouvez découvrir et vous procurer ce timbre qui a vu le jour pour célébrer cette exposition. Il représente un chat sibérien. Autre nouveau timbre, celui représentant la demeure des Grimaldi à Torigny-sur-Vire, ancien fief des Grimaldi, un château apporté à la maison Grimaldi dans le département de la Manche par le prince Jacques, époux de la princesse Louise Hippolyte. Et avant de conclure, comme tous les soirs en photo cette édition, eh bien les amoureux du cliché vont être ravis, je crois, Sandrine. L'Accor Ramoge vient de lancer son concours international de photographie intitulé Ramoge, l'homme et la mer. Il se tient jusqu'au 15 septembre. Pour participer, il suffit de vous inscrire et de déposer vos clichés sur le site de Ramoge. Chaque participant pourra soumettre pour chaque catégorie 4 photos au maximum, accompagnées
d'un message. A tout de suite Sandrine et merci d'être de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux à nous suivre sur Monaco Info. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malitia qui fonctionne, vous le savez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme le veut la tradition, voici le meilleur de vos réseaux sociaux aujourd'hui à travers le monde, all over the world. Et pour être complet, on s'intéresse à la météo de ces prochaines heures, Sandrine. Mardi, du mauvais temps avec de la pluie une grande partie de la journée. Et même si la pluie faiblit, les nuages ne disparaîtront pas. Mercure agréable de 15 à 19 degrés. Nous fêterons demain, Christophe, les Dianes. Merci beaucoup, Sandrine. On termine avec les instantanés d'une journée consacrée à nos océans, avec la complicité, vous l'avez vu, des enfants descendus de l'école des Rêvoirs. Les photos sont signées ce soir Manu Vitali. Et n'oubliez jamais, la mer commence ici. Faites donc en sorte de tous la respecter. Bonne fin de soirée et à demain, 19 h, pour un nouveau journal. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.